l'actu Panorama. Informez-vous autrement avec Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue dans l'actu Panorama. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier. On va parler des traumas d'enfance et traumas qu'on a pu croiser sur Internet. Et cette fois-ci, j'ai une invitée un peu de marque, c'est Aura Sam. Salut à toi, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien, ça va super. Est-ce que tu peux te présenter vite fait, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors moi du coup je suis créatrice de contenu / youtubeuse sur internet et voilà je fais des vidéos sur YouTube concrètement. Ready Aura Sam sur YouTube. C'est ça. Tout simplement. Et je suis en compagnie aussi de Louis. Ça va Louis ? Ça va et toi Arnaud ? Ça va super. Vous êtes prêts pour parler de ce sujet? Allez, on va parler, ouais. Un peu particulier. Hein. C'est que surtout, en fait, on a tous grandi avec Internet, je pense. Bien sûr. Ici, et en fait, on a sûrement vu les mêmes choses sur Internet. Ou peut-être pas. Hein. Peut-être que certains ont d'autres traumas qui sont plus enfuis ou qui sont plus personnels. Moi, j'ai une liste devant moi de plein de sujets différents qui parlent de plein de choses. Si vous en avez un en particulier à parler maintenant ou durant cet échange, vous pourrez. Hein, s'il y en a un qui vous dit en particulier, moi, ça vous dit que je commence du coup, peut-être. Vas-y, ouvre le bal. Vas-y, je t'en prie. Un classique, on en entend de plus en plus parler. Et il est indémodable, c'est Mario 64. celui-là, il est indémodable. Pourquoi il est dans cette liste quand même ? Faut quand même expliquer, c'est que Mario 64, que ce soit la version DS ou même la version originale sur la Nintendo 64, c'est que c'est un jeu qui laisse le joueur quand même faire un peu ce qu'il veut. Il y a très peu d'informations. En fait, le peu d'informations est donné pour comprendre ce que doit faire le joueur, mais c'est tout. Et en fait, ça laisse libre cours à beaucoup l'imagination du joueur, en fait, à ce qui pourrait arriver. Et c'est surtout, moi, je pense au premier Todd, quand on le rencontre dans le château, il donne le message, la princesse Peach est coincée dans les murs du château. C'est assez particulier, juste ce message-là. Il est assez particulier sur le fait d'en apprendre un peu plus sur le jeu, l'univers du jeu. Et voilà, en fait, c'est qu'on est Mario dans du vide, en fait. Globalement, c'est très vide, c'est très grand, très vide. On a cette impression, en fait, d'être dans quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Surtout qu'il y a cette théorie qui est que le château en intérieur est bien plus grand que celui qu'on voit à l'extérieur. Ça a été beaucoup... Oui, c'est un peu une référence à la Maison des Feuilles. C'est ça, exactement. C'est très symptomatique des débuts de la 3D dans le jeu vidéo, en fait. Ouais. Parce que quand on est passé de la 2D à la 3D, c'est un peu comme tout, quand on est passé de la 2D à la 3D dans le cinéma aussi. C'était les débuts, quoi. Donc, c'était pas optimisé forcément. Il y avait beaucoup d'espaces qui n'étaient pas forcément utilisés. C'était des graphismes qui, aujourd'hui, sont datés, même si à l'époque, moi, j'y ai pas joué quand j'étais petite. La N64, c'est pas vraiment ma génération. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti très tôt en regardant des playthroughs et différents gameplays de Mario 64. Et c'est vrai qu'on a cette espèce de sentiment d'être un personnage tout petit dans un monde extrêmement grand, un peu comme un semi-open world, avec une 3D datée, des polygones. C'est la N64, quoi. Oui, voilà. Et aussi, y a des éléments, entre guillemets, d'horreur dans Mario 64 qui ont été mis, fait exprès. Par exemple, je pense notamment au monde des bouts, le fameux piano qui a traumatisé toute une génération parce que c'était effectivement un littéral screamer. Donc je pense notamment, il y avait une vidéo de l'ermite moderne qui avait pas mal fait parler de lui à cette époque-là. Et il y a beaucoup de gens des gens plus de ma génération qui n'ont pas forcément connu Mario 64, qui ont connu un peu l'horreur de Mario 64 grâce à des vidéos comme ça de l'ermite moderne, ou même je pense notamment à Craconix qui il me semble fait beaucoup de vidéos sur Mario 64 aussi, et parle aussi de l'horreur notamment via des je sais plus comment il s'appelle. Il y a un jeu, c'est Mario 64. Il y a des ROM hacks qui ont existé, justement. Il y a une ROM hack. CP3313, entre autres. C'est ça. Ouais. Il avait joué, je me rappelle, j'avais suivi un peu ses lives. Il y avait joué, et c'est vrai que Mario... Et j'en ai fait aussi une vidéo de Mario 64, mais pas sur le thème de l'horreur. C'était juste en mode, je trouve ça fou que ce jeu-là ait autant marqué des gens et soit encore extrêmement populaire encore aujourd'hui, qui est encore une scène de speedrun extrêmement forte encore aujourd'hui, une scène de personnes
qui font des ROM encore aujourd'hui, c'est hyper stylé. Mais c'est vrai que Mario 64, mais c'est la même chose quand tu prends les jeux de la 3D en général. Je pense notamment à Zelda. Moi, je sais que j'avais joué à l'époque sur la N64 d'un pote à Majora's Mask et je me suis pissé dessus. Il y a effectivement aussi Majora's Mask fait partie et ont marqué énormément de jeunes. Hein. Ouais. C'est des jeux qui ont une esthétique, une espèce de froideur des zones de jeu en fait c'est immense et puis t'es tout petit et je pense aussi notamment à certaines peut-être vidéos de Joueurs du Grenier sur les Castlevania 64, des trucs comme ça. En fait c'est vraiment genre tous les jeux du début de la 3D, c'est le même ressenti que les gens ont et je trouve ça grave cool. Et il y a des gens du coup qui se sont imprégnés de cette esthétique là et qui en ont fait une esthétique à part entière, tu vois, dans des jeux même récents qui reprend cette esthétique des débuts de la 3D et je trouve ça grave cool. Donc c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et pour Mario 64, il faut dire que c'est un jeu qui a encore joué énormément. Donc t'as évoqué le speedrun. Il y a eu du coup des ROM hacks pour justement mettre en avant ce sentiment d'être très seul. Donc on a évoqué B3313. Je crois qu'il y a aussi Mario 64 Dreams qui est sorti il y a très récemment. Voilà, qui met en scène cette impression, mais ça montre que beaucoup de joueurs ont eu cette impression à cette époque-là. Et c'était d'ailleurs la même chose, c'est pour ça que j'ai évoqué la version DS, c'était là un peu la même chose. La DS, ouais. Même s'ils avaient essayé quand même de redesigner le truc, mais c'est vrai que tu le ressentais aussi un peu. On le ressentait un peu. On va peut-être passer à un deuxième sujet, si vous en avez un autre. Moi, j'en ai d'autres. Non, vas-y, enchaîne. Alors celui-là il est un peu particulier, c'était une vidéo sur YouTube, un court-métrage d'animation qui s'appelle DYE Fantasy. Je sais pas si ça te dit un truc. Die Fantasy. Oui, Die Fantasy. Oui. Ouais, bien sûr. Ah oui, c'était. Je me souviens plus de qui, parce que j'en avais parlé aussi. Ouais. Ça a été peut-être l'un des premiers, si ce n'est la première création, on va dire, d'animation fait par autre chose que Disney ou Pixar que j'ai regardé quand j'étais plus jeune. J'étais tombée dessus, je ne sais plus pourquoi, peut-être à force de chercher des trucs un peu bizarres, on finissait par tomber sur Die Fantasy. Oui, d'une manière et c'est en fait c'est une animation que je me suis surprise à reconnaître quand j'ai regardé Last Man. Last Man, excellente série qui est basée sur une bande dessinée d'un mec, on va pas en parler parce qu'il est un peu cancel, mais Last Man, c'est une excellente série que je conseille d'ailleurs. Et les animateurs de Last Man qui ont aussi fait Mars Express, ils ont fait plein de trucs et je sais que c'était eux qui avaient fait l'animation. Donc c'est une animation qui est et c'est un design de personnage qui est très reconnaissable du coup. Et Die Fantasy, c'est ce clip d'un random. Parce que j'ai écouté un petit peu la musique que faisait le Die. C'est assez random. Par contre, cette musique-là en particulier a vraiment bien marché, je pense, du coup, grâce à l'animation. Parce que l'animation est cauchemardesque. On a cette espèce d'entrée en matière avec des jeunes qui rentrent dans une piscine de nuit et puis tout va bien. Et puis d'un coup, ça part un peu dans tous les sens. Et il y a un espèce de body horror, gore assumé qui se met en place avec une fin que personne vraiment comprend. C'est une espèce d'animation un petit peu tu vois, c'est purement artistique, probablement que ça signifie énormément de choses qui n'ont jamais vraiment trop été dites par les animateurs. Ça reste une animation qui est hyper cool en vrai, que je conseille de regarder. Même le clip et la musique sont de trucs extrêmement cool à regarder. Tu l'as évoqué, je pense qu'il a été extrêmement populaire, notamment grâce au body horror. Je pense que c'est un truc qui a vraiment marqué les gens et c'est ça qui a fait qu'il a été énormément partagé. Et faut le souligner, c'est quand même la musique, comme tu l'as dit, qui vraiment n'a rien à voir avec l'ambiance qu'on peut voir, et du coup il y a ce décalage qui rend la vidéo extrêmement particulière, on va dire, mais c'est assez particulier, et beaucoup de gens sont tombés dessus par hasard de DYE Fantasy, vraiment, et le Blood original est resté très très longtemps sur YouTube avant d'être supprimé, donc, et il a été supprimé mais pendant longtemps elle a réussi à passer à travers les YouTube, c'était hardcore, mais je pense que c'est parce que justement il y a aussi ce côté où YouTube était beaucoup moins entre guillemets modéré à l'époque, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que notre génération, en fait, ce que je trouve intéressant, et je pense que c'est ça ce que tu essayes de montrer à travers cette émission, c'est le fait que on est une génération assez spéciale où on est né dans Internet.
on n'est pas né avant le début d'Internet, on est né dedans, mais on est quand même né dans une génération où Internet était beaucoup moins modéré que maintenant. Clairement. Et du coup, il y a des générations, par exemple la génération de maintenant, je sais plus c'est la combien, c'est la génération Delta ou je sais pas quoi. Eux, ils sont nés dans Internet aussi, mais dans une version d'Internet qui est beaucoup plus édulcorée, beaucoup plus censurée. Le gouvernement se rend compte que, les gouvernements des différents pays se rendent compte que Internet c'est quand même sacrément le bordel et qu'il faut mettre des limites. Donc on commence à mettre en place le système de si vous avez moins de 13 ans, vous n'êtes pas censé avoir de réseaux sociaux. Là, ils veulent interdire carrément les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Bon, je ne sais pas comment ils vont réussir à le faire. Donc, c'est vrai que la génération de maintenant, c'est encore possible de trouver des bizarreries et des choses peut-être un petit peu traumatisantes sur Internet, mais c'est beaucoup plus difficile de tomber dessus qu'à notre époque où vraiment tu allais sur Instagram et tu pouvais tomber sur des comptes affreux. Tu allais sur YouTube et YouTube, en fait, à force de chercher, de dig, YouTube te proposait de lui-même en fait, des vidéos qui rentraient dans ce cadre-là. Ouais, mais justement, j'ai un point, on va revenir sur justement le Far West qui était YouTube, mais avant justement, on parlait de YouTube, c'était Happy Tree Friends. Happy Tree Friends, ouais. C'était particulier Happy Tree Friends parce que YouTube, justement, une fois de plus, ils avaient décidé de mettre les vidéos sur YouTube. Ouais. Et à l'époque de YouTube, c'était dans les premiers à mettre de l'animation sur YouTube. Et en fait, Happy Tree Friends a ce côté un peu d'être très enfantin. Avant de partir en plus du gore pour adultes. Donc en fait, je pense qu'il y a énormément d'enfants qui ont dû tomber dans le panneau. Oui. la fameuse trope de genre on te propose, c'est la même chose avec dans Hug Me I'm Scared en fait, c'est tu vois une miniature mignonne, tu dis ça a l'air, c'est joli, c'est coloré, tu cliques dessus et puis d'un coup ça part dans du body horror et tu sais pas ce qui se passe. Sauf que ça c'est une trope qui est reprise par plein de trucs. FNAF par exemple, parce que je sais que récemment il y a par exemple Feldup a sorti sa vidéo sur FNAF et il y a eu une résurgence de FNAF ces dernières années qui s'était un peu tassée. Et FNAF reprend exactement la même trope. C'est genre normalement des trucs tout mignons, mais qui en fait pris sous un autre angle sont effrayants pour les enfants surtout et qui se basent aussi beaucoup du coup sur l'horreur nostalgique en fait, tu vois. Happy Tree Friends, c'est ça, c'est le fait, et même dans Hug Me I'm Scared, c'est le fait de reprendre des codes de notre enfance, c'est-à-dire les dessins animés pour enfants, et d'en faire quelque chose d'horrifique. Et ça nous touche d'autant plus parce que c'est des trucs qui sont liés à notre enfance et qui sont un petit peu des totems, tu vois. C'est des totems que tu chéris parce que c'est des trucs qui sont liés à des souvenirs joyeux normalement. Mais bon, c'est ça l'est pas tant que ça maintenant. Voilà. Ouais, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. De toute façon, on aura le temps de reparler de Don't Hug Me I'm Scared, mais là, j'aimerais parler du jeu de la souris, si ça vous dit un truc. Ouais, la souricière. Ouais, la souricière, ouais. Où tu tombes assez rapidement sur un screamer au bout du 3e niveau. Exactement. Ouais. Ça te dit un truc, je crois. En fait, c'est moi, je m'étais fait avoir une fois. Enfin, quand même, moi, je suis un peu plus jeune que vous, donc je devais avoir 9-10 ans. Ouais. Et je me suis dit direct, putain, je veux pas être le seul à me faire avoir, quoi. Donc là, tu vas chercher ta petite sœur, ton petit cousin, tu dis vas-y, faites-le, parce que tu veux pas être le seul à tomber dedans. Mais c'est vrai que c'est un petit trauma quand t'as 10 ans, 11 ans, et que une de tes premières expériences sur Internet, tu te fais traumatiser. Ouais, par un screamer. Ouais, j'ai eu la même chose. C'était. Moi, c'était mon frère. Il m'a dit, tiens, fais-le. Ah ouais. Non, moi j'étais tombée toute seule dans le panneau. Ah ouais. J'étais vraiment sur jeuxvideo.com, tu vois, ou genre jeux.fr, je sais plus. Non, pas jeuxvideo.com, non, c'était jeux.fr, je crois. Et en fait, juste, je jouais à plein de jeux parce que je m'ennuyais quand j'étais petite, j'étais toute seule. Et juste, j'étais tombée sur le jeu de la souricière, sauf que je m'étais fait avoir, mais vraiment toute seule. J'étais dans ma chambre, je voulais juste jouer. Et je me prends un screamer et j'ai juste éteint mon PC et je suis partie dormir et j'ai très très mal dormi. Oui. Ça, je comprends. Ouais, non, c'était affreux. Ouais, et puis en fait, il y a eu ce gain de popularité puisque en fait, les gens s'amusaient à filmer la réaction de gens qui n'étaient pas au courant. Ouais. Et ça a fait le tour d'Internet à travers YouTube, à travers différents forums très rapidement. Donc, ce qui a contribué à la popularité du jeu et à refaire la même blague, ainsi de suite, jusqu'à l'infini quasi. Ouais, t'as des vidéos qui sont des littéral lost media juste de réactions. Ouais. De mecs ça, c'est un truc de fou. Qui pétaient leur PC parce qu'ils se faisaient screamer. C'était marrant. Ouais. Et ensuite, on va partir sur un tas de créateurs. Allez, je vais les dire comme ça, mais on va revenir dessus. Syriac, Salad Finger, David Sinks, Don't Hug Me I'm Scared, tu l'as évoqué évidemment, Aura. Alan Tutorial. Voilà. Beaucoup de chaînes YouTube. Est-ce que pour vous ça vous dit quelque chose ? Ça vous dit Alan Tutorial de nom, ouais.
Et sinon, le reste, pas trop. De nom, ok. Bah, Alan Tutorial, j'avoue que moi, je l'ai connu assez tard grâce à Feldup. Ouais. Je connaissais pas Alan Reznick, du coup, c'est le créateur de Alan Tutorial. En fait, Alan Tutorial, c'est une sorte d'ARG. En fait, c'est une chaîne YouTube, c'est une fausse chaîne YouTube d'une personne qui s'appelle Alan et qui est très enfantin. En fait, il filme en fait des tutos où il fait des trucs à la con. C'est pas vraiment des vrais tutos, quoi. C'est une espèce de parodie des tutos, un peu comme tu peux avoir avec How to Basic. Ouais, mais lui, How to Basic, c'est vraiment humoristique, quoi. C'est vraiment juste un mec qui fait n'importe quoi. Alan Tutorial, c'est le côté un peu plus sombre. Et Alan Reznick, c'est un mec qui a bossé notamment avec Adult Swim. C'est quelqu'un d'extrêmement créatif qui fait souvent justement des histoires un petit peu sombres, un petit peu qui parlent de la société, machin. Enfin, et donc Alan Tutorial, moi j'ai connu ça assez. Je te conseille la vidéo de Feldup si tu veux en entendre. Pourquoi pas, d'ailleurs. Parce qu'elle en vrai la vidéo est très intéressante. Très bien. Et l'univers en général de Alan Reznick, je sais qu'il avait participé à Unedited Footage of a Bear. Unedited Footage of the Bear et This House Has People in It. Et ces trois-là, Alan Tutorial, This House Has People in It et Unedited Footage of the Bear sont trois ARG / histoire sur Internet qui sont très très cool, très très immersifs. Donc ouais, moi j'ai connu ça extrêmement tard grâce à Feldup. Et sinon, Salad Finger de... Comment il s'appelle déjà ? Salad Finger de David Singh. Ouais, ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est la première fois que j'entendais du Boards of Canada de ma vie sans vraiment me rendre compte que c'était du Boards of Canada. Et maintenant, je suis archi fan de ces mecs. Je trouve qu'ils ont une DA incroyable. Et c'est vrai que Salad Finger m'a toujours mis très mal à l'aise. J'ai toujours eu un peu du mal à regarder. C'est un peu particulier. C'est hyper particulier. Faut aimer. Je sais que même au niveau de l'animation, c'est une animation. Je crois que c'est fait sur Animate, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment fait avec les moyens du bord. C'est une DA hyper, c'est post-apocalyptique. Et c'est assez particulier. Pareil pour Syriac. J'aime déjà. Syriac, c'est plutôt accessible parce que ça reste des espèces de montage After Effects un petit peu bizarre, très très bien fait. Ouais, il y a notamment Cows and Cows and Cows qui est extrêmement connu. J'allais y parler, évidemment. Il y avait Sheep aussi. Il y avait Sheep, ouais. Et il y avait plein. En fait, ce mec est trop chaud sur After et en plus il fait ses propres musiques, je crois. Ouais. Donc il fait ses musiques sur FL Studio, sur Ableton, et puis après il fait ses animations sur After. Donc en fait, ça fait partie de ces mecs qui sont extrêmement versatiles et extrêmement créatifs. Et pareil, Don't Hug Me I'm Scared, c'est un truc qui m'a énormément marqué et qui a marqué littéralement le début de ma chaîne, parce que ma première vidéo, ça a été une vidéo sur Don't Hug Me I'm Scared, parce que je pense que pareil, c'est niveau DA, c'est une DA qui m'a jamais vraiment trop quitté. J'aime beaucoup la DA de Don't Hug Me I'm Scared, même la saison 2 qui est plutôt critiquée. Je trouve qu'elle est très très bien. Et ouais, ça reste des créateurs que je suis encore aujourd'hui. Mais tu peux prendre aussi l'exemple de... il est revenu récemment. J'ai oublié son nom. Il bosse avec Adult Swim et je sais plus comment il s'appelle. En plus, j'ai fait littéralement une vidéo dessus. Mais bon, je vais retrouver si tu veux enchaîner. Je vais juste faire une parenthèse en disant c'était lui et puis c'est bon, on passera à autre chose. Ok. Du coup, je vais parler d'un truc personnel. C'était une pub contre les boissons énergisantes. C'était une pub contre les boissons énergisantes. Alors moi, je regardais beaucoup les parodies de publicité et tout, et à un moment, je tombe sur une parodie d'une pub Red Bull. Je crois que c'était juste le titre, c'était parodie pub Red Bull. Donc moi, j'adorais. Je fais ok, je vais regarder. Et en fait, en gros, la pub, c'est l'enfant, un jeune enfant. Il met en animation, c'était une pub en animation, et il met un ballon genre dans un arbre et tout. Il voit une boisson énergisante pour essayer d'avoir des ailes comme dans la pub. Sauf qu'il voit que ça marche pas. Du coup, il en boit plein. Et en fait, à la fin, il a des ailes, sauf qu'il voit qu'à côté, il y a son cadavre, quoi. En gros. J'ai jamais vu cette vidéo de ma vie. Moi, je pense à la pub café. Ouais, ça justement, j'allais en parler. Mais... Oui, je crois que tu l'as vu aussi, c'était la pub en Allemagne. C'était ça. Il y a un screamer, en fait, et genre... notamment la plus connue, c'est celle avec la voiture et les montagnes. Avec la voiture qui passe derrière la forêt et tout. C'est ça. Je savais pas que ça venait de ça, justement. Je pensais que c'était juste un screamer de base, mais... Non, c'était une vraie pub, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils étaient devant leur télé et puis d'un coup, ils se prenaient ça de... Mais vraiment, c'était une autre époque. C'est atroce. Ah oui, non, mais oui. Je pense qu'aujourd'hui, les problèmes que t'aurais si tu fais ça. Non, mais avec ce qui est épileptique et tout. Oh la vache. Non, c'est impossible aujourd'hui, mais... C'était Jack Stauber que je cherchais.
J'ai même pas réussi. C'est juste que c'est revenu tout seul. Ok. Mais du coup, Jackstober, ça rentre un peu dans cette clique-là des gens étranges qui font des trucs étranges sur Internet. Et je conseille à tous de regarder ce que fait Jackstober. C'est très cool. Il est revenu du coup récemment avec un court-métrage de Adult Swim qui est très très cool. Ah, cool. Donc voilà. Là, mon prochain point, c'était la modération YouTube qui était... on l'a évoqué, c'était très 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 le Far West à l'époque. Là, j'ai noté juste 2 trucs qui étaient animaux écrasés et nudité, mais en vrai, il y avait beaucoup trop de choses. Hein. Oui. C'était vraiment n'importe quoi. Et comme tu l'as dit, c'est YouTube qui mettait limite ça dans la page d'accueil. Ah oui, vous avez littéralement pas besoin de chercher. Ouais, mais parce que c'est ce qui faisait. En fait, c'est ce qui fonctionnait le plus. Ouais, c'est ça. Et l'algorithme à l'époque n'était pas assez intelligent pour. Ouais, l'algorithme mettait en avant juste les vidéos qui étaient les plus vues. Et vu que les gens, depuis la création d'Internet, veulent juste genre. Regarder des trucs hardcore comme dans la vraie vie. En fait, Internet, c'est un moyen d'être anonyme et de pouvoir regarder des trucs que tu pourrais jamais voir dans la vraie vie. C'est ça. Forcément. Mais après, c'était le Far West. Mais je considère encore qu'aujourd'hui, il y a des résidus de ça. Il y a qu'à prendre l'histoire de YouTube Kids avec le Elsa Gate. C'est pareil, c'est pas si vieux que ça. Ouais. Mais le Elsa Gate, pourtant, en plus, ça touche des enfants, donc c'est affreux. Et puis même encore aujourd'hui, moi, personnellement, quand je vais sur YouTube, je tombe sur des pubs de softcore pornographique, de trucs d'IA, softcore et un peu bizarre. C'est étrange, tu vois. Mais bon. Oui, mais justement, tu l'as évoqué, c'est mon prochain point, c'était le Elsa Gate. Justement. Le Elsa Gate, mais YouTube Kids, ne mettez pas vos enfants. Sur YouTube Kids, non. Ne mettez pas vos enfants, mais ça, je sais pas s'il y a des parents qui vont écouter ça, mais ne mettez pas vos enfants devant YouTube Kids. Ne mettez pas vos enfants devant. Enfin, je dis ça, mais moi-même, j'ai été sur YouTube quand j'étais petite. Mais si vous voulez, faites vraiment un vrai contrôle parental. Vous dites pas, ok, je lâche mon enfant devant YouTube Kids et c'est bon, j'ai rien à craindre, parce que YouTube Kids, c'est énormément de choses très perverses. Et faut faire super attention, quoi. C'est très très grave. Ouais, pour résumer vite fait, le Elsa Gate, c'était des personnes qui étaient déguisées en personnages très connus et très populaires chez les jeunes, genre Spider-Man. Ça s'appelle le Elsa Gate parce que c'est beaucoup Elsa, bien sûr, du film. J'ai oublié le nom du film. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, merci. Merci. De la Reine des Neiges, mais il y avait aussi d'autres personnages, Spider-Man et autres, qui étaient en fait mis dans des situations soit très dangereuses, soit sexuelles. Donc, très explicite. Ouais, voilà, donc c'est. Il y avait beaucoup de trucs avec des seringues, je me souviens. Ouais, trucs avec les seringues aussi, ouais. Ouais, beaucoup de trucs avec des seringues et en fait, c'était un vivier à chaîne YouTube qui montrait en fait des choses terribles à des enfants. Et vu que les enfants ont cette capacité-là à juste regarder énormément de vidéos sans trop se lasser, les enfants sont malheureusement le meilleur public pour YouTube, parce que ils regardent tout, ils regardent les pubs, ils regardent plein de vidéos, ils scrollent, ils regardent plein de trucs et ils peuvent tomber sur des choses absolument terrifiantes et pas forcément s'en rendre compte parce que c'est caché derrière justement des personnages qui connaissent bien et d'où la manipulation qui peut après être faite et c'est terrible. Faites attention à vos enfants. Les mettez pas devant YouTube Kids. Pour le coup, la prévention elle est vraiment importante parce que YouTube Kids n'est vraiment pas un endroit pour les enfants. Non, c'est ça. Si vous voulez votre gosse, vous pouvez lui montrer des vidéos, mais soyez un peu derrière pour vérifier qu'il regarde pas des trucs absolument aberrants. Et puis, il y en a qui le faisaient en animation aussi. Donc, mais non, mais c'était n'importe quoi. Puis t'avais des trucs aussi, tu sais, des fétichismes des pieds, du vor et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et c'est des trucs, même en tant que parent, si t'es pas renseigné, tu peux passer à côté du truc. Tu vois, tu peux te dire qu'en fait, c'est comme 5 Minute Craft en vrai. Ouais, ça c'était. 5 Minute Craft, c'est encore aujourd'hui un nid, mais bien sûr, c'est un nid à fétichistes, surtout des pieds. Ils ont un problème avec ça. Moi, j'ai un vrai problème avec 5 Minute Craft. Genre vraiment, je trouve ces chaînes-là absolument terrifiantes. Parce qu'ils font beaucoup de pseudo tutos pour faire des trucs faciles à la maison, puis juste c'est des pieds, quoi. C'est des vidéos de pieds en gros plan et c'est horrible. Donc faites attention à ce que vos enfants regardent sur Internet. On va continuer avec un autre qui, je pense, nous a tous touchés. C'était les préventions de pub contre l'alcool et l'alcool au volant notamment, où il y avait des représentations des images assez importantes, choquantes pour faire en sorte de ne pas le faire. Donc en fait, quand t'es enfant et que tu tombes sur ça, c'est assez vite traumatisant finalement. Je sais pas, quel est votre point de vue à vous sur ça, la sécurité routière notamment en France? C'est vrai que les accidents, ils étaient très très bien représentés. On voyait beaucoup de sang, beaucoup de... Enfin, tu voyais surtout genre, ça peut arriver à n'importe qui, donc tu commences à stresser après.
Eh ben, ils ont réussi leur job. Oui, oui, clairement oui. Ils ont fait de la prévention, quoi. Ouais. Donc ouais, non, moi je respecte beaucoup ces pubs-là parce que je considère qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire en fait. Oui. Ils ont Malgré clairement... quand on est enfant, ça. Quand on est enfant, ça traumatise, mais bon, c'est un truc justement qui reste en tête en me disant que ah oui, effectivement, genre à 18 ans, quand tu vas vouloir prendre le volant en étant complètement bourré ou en ayant un petit coup dans le nez, tu vas peut-être réfléchir à ce moment-là, à 8 ans, quand t'as vu un mec se faire écraser la tête dans un accident de la route. Tu vois. Donc c'est vrai que c'est... après bon, ça n'empêche que des gens continuent de le faire, mais je considère que oui, ils ont fait leur job. Ah oui, clairement, ils ont bien fait leur job. C'est clair. Justement, restons sur la prévention à télé. C'était une publicité pour le CSA, aujourd'hui Arcom, en 2012 pour du coup toujours protéger les enfants et les écrans. C'est une publicité qui m'a beaucoup traumatisé. C'était l'enfant dans l'écran. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, cette publicité. Non, moi, elle m'avait beaucoup traumatisé. En gros, c'était pour prévenir du coup les enfants à pas trop utiliser l'écran. Et en gros, l'image, c'était qu'on voyait l'enfant dans l'écran de PC, dans l'écran de télé, dans l'écran du téléphone. Et il était paniqué et il voulait sortir, en gros. On le voyait paniquer et taper contre l'écran en disant qu'il voulait sortir de l'écran, et tout ça accompagné d'une musique très triste au piano, très parfait pour bien que ça te rende en tête. Et en gros, c'était une prévention du CSA pour éviter et limiter les enfants devant l'écran. Moi, à chaque fois qu'elle passait, je changeais de chaîne, j'étais traumatisé, je voulais pas voir ça. Je suis grave passée à côté de ce truc-là. Alors peut-être si tu montrais le truc, je te dirais ah oui, j'ai dû le voir, c'est possible. Moi, ce que tu me décris là, ça me fait penser à un autre trauma qui, je pense, est dans la même veine. C'est j'ai été traumatisée par Charlie et la chocolaterie. Ok. Ouais. Quand j'étais petite, maintenant moi j'adore le film. Hein. Je parle de celui de Tim Burton, pas le premier. Le moment où le gosse est justement enfermé dans la télé. À la fin, tu sais, je sais pas si tu l'as vu le film. Tu l'as pas vu? Oh putain. Oh non, je suis en train de le spoiler. Bon, en fait, il y a un truc très très similaire à ce que tu as vu dans une pub qui est quelque chose qui arrive dans le film aussi. En fait, il y a un truc avec un enfant qui se fait emprisonner dans une télé, justement parce que c'est l'enfant qui joue énormément aux jeux vidéo. Et justement, c'est un moyen un peu de le punir parce qu'il joue trop aux jeux vidéo, il est trop violent, machin. Enfin, c'est un truc un peu... bref. Donc ouais, ça me fait penser surtout à ça, mais je pense que je comprends un peu du coup ton trauma. Ça fait peur parce que c'est un truc sur lequel tu peux relate, en fait. Oui, clairement. Donc ça fait un peu peur. Allez, est-ce qu'on a le temps pour une dernière? Allez, une qui a fait pas mal de tours d'internet à l'international. I Feel Fantastic. Ouais. Fantastic. Hey. Purée, c'est Jason Jones, je crois, ça. Ouais, il me semble. Ouais, je crois qu'il est mort. Il est mort il y a quelques années, déjà 2-3 ans, je crois. C'était, pour ceux qui connaissent pas, en fait, il s'agissait d'un mannequin qu'on voit souvent dans les boutiques de vente de vêtements, qui a été repris, qui a été... Ah non, je confonds avec un autre. Oui, c'était le mannequin. En gros, le mannequin a un pull assez particulier, et en fait, ils ont réussi à faire en sorte qu'elle bouge la bouche, et comme si elle parlait, en fait, sur une musique très particulière. Mais c'était toute la période avec le truc des walrus aussi. Ouais, c'est ça, avec la meuf qui avait des problèmes de... elle avait une déformation, c'est ça, elle avait des déformations. Puis t'avais aussi les trucs des mains. En fait, oui, celui-là. C'était celui-là que j'ai confondu avec Jason Jones. Ouais, mais lui, il est décédé, effectivement. Oui, lui, il est décédé. Dans un autre épisode, parce qu'il a fait des trucs aussi. Ouais, lui, c'est un truc de ouf. Mais oui, je me rappelle, I Feel Fantastic, c'était toute la... c'est la période des vidéos cursed de YouTube. On appelle ça les vidéos cursed, donc les vidéos hantées, avec des grosses guillemets, parce que c'était des vidéos qui étaient modifiées, sorties de leur contexte, avec des éléments qui faisaient peur, notamment dans I Feel Fantastic, c'est le fait que c'était un espèce de robot avec une tête de mannequin qui chantait de manière robotique I Feel Fantastic, avec t'avais toujours ce format VHS très dégueulasse, et puis t'avais pas de contexte, quoi. C'est vraiment, tu tombais sur ça, et tu faisais ok, j'ai rien compris, ça fait peur. Et c'est ce qui faisait que ça faisait peur, c'était vraiment ces vidéos sans contexte, et t'en as des chiés comme ça sur YouTube. C'était une époque. C'était une autre époque. Il y a beaucoup moins ça. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui justement essayent de reprendre un peu cette esthétique-là, des curse vidéo, mais en fait, ça fait trop propre. Ce qui fonctionnait avec ça, c'était que c'était les débuts de YouTube, et c'était vraiment fait avec la caméra de l'époque. C'était dégueulasse, c'était fait avec les moyens du bord, et ça fonctionnait. Maintenant, aujourd'hui, t'as un côté un peu trop pro des fois, où ça rend pas comme ça rend pas pareil. C'est pas mieux. Ça, je suis d'accord. C'était mieux avant. Je suis d'accord.
On arrive déjà à la fin de notre émission. Merci Aura, merci Louis, pas de problème, de m'avoir accompagné pour cette émission un peu particulière. On parle de trauma d'enfant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en faire une partie 2, clairement. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi Arnaud. L'actu Panorama. Informez-vous autrement avec Arnaud.